Bonjour, donc hier je me suis arrêtée à la page 83, donc je continue la lecture du manifeste du Parti communiste. J'espère que tu vois bien. Attends, hop, voilà. Tac. Ce, dé, ce déposme est d'autant plus mesquin, odieux, exaspérant qu'il proclame plus ouvertement le profit comme sa fin ultime. Moins le travail manuel exige d'habilité et de force, c'est-à-dire plus l'industrie moderne se développe. Plus le travail des hommes est surplanté par celui des femmes, les différences de sexe, d'âge n'ont plus aucune valeur sociale pour la classe ouvrière. Il n'y a plus que des instruments de travail dont le coût diffère selon l'âge et le sexe. Une fois terminée son exploitation par le fabricant, en ce sens qu'on lui a compté son salaire d'ouvrier, voire fondre sur lui-même et les autres membres de la bourgeoisie, le prolétaire, le bouquinier, le prêteur sur gage, etc. Les anciennes petites classes moyennes, petite industrie, petits commerçants, petits rentiers, artisans et paysans, toutes ces classes se tombent dans le prolétariat. Soit que leur petit capital ne suffit pas pour pratiquer la grande industrie et succombe à la concurrence des capitalistes mieux pourvus, soit que leur habileté soit dépréciée par des méthodes de production nouvelles. Ainsi, le prolétariat se recrute-t-il dans toutes les classes de la population. Le prolétariat passe par diverses étapes de développement. Sa lutte contre la bourgeoisie commence avec son existence même. Au début, la lutte est engagée par des ouvriers isolés, puis par les ouvriers d'une usine, puis par les ouvriers d'une branche d'activité dans une localité, contre le bourgeois individuel qui les exploite directement. Ils dirigent leur attaque non seulement contre les rapports bourgeois de production, ils les dirigent contre les instruments de production eux-mêmes, ils détruisent les marchandises étrangères qui leur font concurrence et brisent les machines. Ils mettent le feu aux usines, ils cherchent à se reconquérir la position disparue d'ouvriers du Moyen-Âge. À ce stade, les ouvriers constituent une masse disséminée à travers tout le pays et émiettés par la concurrence. S'il leur arrive de former une masse cohérente, ce n'est pas encore là le résultat de leur propre union, mais celle de la bourgeoisie qui, pour atteindre ses fins politiques propres, doit mobiliser le prolétariat tout entier et encore pour un temps capable de le faire. À ce stade, les prolétaires ne comptent donc pas leurs propres ennemis, mais les ennemis de leurs ennemis. Il reste de la monarchie absolue. Le reste de la monarchie absolue. Les propriétaires fonciers, les bourgeois qui ne pratiquent pas l'industrie, les petits bourgeois, de la sorte que le mouvement historique est concerné entre les mains de la bourgeoisie. Chaque victoire remportée dans ces conditions est une victoire de la bourgeoisie. Mais avec le développement de l'industrie, le prolétariat ne fait pas que s'accroître. Il est concentré entre masses plus considérables. Sa force grandit et il en prend conscience. Les intérêts, les conditions d'existence au sein du prolétariat tendent à devenir les mêmes à mesure que les machines effacent de plus en plus les différences dans le travail et réduisent presque partout le salaire à un niveau également bas. La concurrence croissante, les bourgeois entre eux et les crises commerciales qui en résultent rendent de plus en plus instable le salaire des ouvriers. Le perfectionnement constant de plus en plus rapide. Rédige partout le salaire quand même plus bas. La concurrence croissante des bourgeois entre eux et les crises commerciales qui en résultent rendent de plus en plus instable le salaire des ouvriers. Le perfectionnement constant et de plus en plus rapide des machines rend toute leur situation de plus en plus précaire. Les conflits individuels entre ouvriers et bourgeois revêtent de plus en plus le caractère de conflit entre deux classes. Tu vois ? Oui. Les ouvriers commencent
par former des coalitions contre les bourgeois. Ils s'associent pour défendre leurs salaires. Ils fondent eux-mêmes des associations pour être pourvus en cas de révolte éventuelle. Par endroits, la lutte éclate en émeute. Il arrive que les ouvriers l'emportent, mais ce n'est qu'une victoire passagère. Le résultat véritable de leur lutte n'est pas le succès immédiat, mais l'expansion grandissante de leur union. Elle est stimulée par la croissance des moyens de communication que crée la grande industrie et qui permettent aux ouvriers de différentes localités d'entrer en contact. Or, il suffit que cette liaison... il suffit que cette liaison pour centraliser les multiples luttes locales ayant partout le même caractère en une lutte nationale, en une lutte de classe. Cependant, toute lutte de classe est une lutte politique, et l'union qui a demandé des siècles aux bourgeoisies et au Moyen-Âge avec leurs chemins vicinaux, les prolétaires modernes la réalisent en quelques années grâce au chemin de fer. Cette organisation des prolétaires en classe et par suite en parti politique, la concurrence entre les ouvriers eux-mêmes la détruit à chaque instant. Mais elle ne cesse de renaître plus forte, plus solide, plus puissante, utilisant les divisions internes de la bourgeoisie. Elle impose la reconnaissance légale de certains intérêts des ouvriers. Ainsi, le Bill des 10 heures en Angleterre. Les conflits de la vieille société, en général, font progresser de bien des manières le développement du prolétariat. La bourgeoisie se trouve engagée dans une lutte continuelle contre l'aristocratie au début, plus tard contre les éléments de la bourgeoisie elle-même, dont les intérêts entrent en contradiction avec les progrès de l'industrie, en permanence contre la bourgeoisie de tout pays étranger. Ouais, tu vois. Dans toutes ces luttes, elle se voit obligée de faire appel au prolétariat, d'avoir recours à son aide et de l'entraîner ainsi dans le mouvement politique. Elle procure donc elle-même au prolétariat les linéaments de sa propre culture, c'est-à-dire les armes contre elle-même. En outre, nous l'avons vu, le progrès de l'industrie précipite dans le prolétariat des portions entières de classes dominantes, ou du moins menacent leurs conditions de vie. Elles aussi apportent au prolétariat une masse d'éléments formateurs. Enfin, et des temps où la lutte de classe approche de la crise décisive, le processus de désagrégation au sein de la classe dominante, au sein de toute l'ancienne société, revêt un caractère aussi violent, si cru, qu'une petite partie de la classe dominante se désolidarise d'elle et rejoint la classe révolutionnaire, la classe qui porte en ses mains l'avenir. Donc, tout comme jadis, une partie de la noblesse a passé à la bourgeoisie, une partie de la bourgeoisie passe la main au prolétariat, et en particulier une partie des idéologues bourgeois qui se sont haussés jusqu'à l'intelligence théorique de l'ensemble du mouvement historique. De toutes les classes qui aujourd'hui font face à la bourgeoisie, seul le prolétariat est une classe réellement révolutionnaire. Les autres périclitent et sombre avec la grande industrie. Le prolétariat en est le produit le plus spécifique. Les classes moyennes, le petit industriel, le petit commerçant, l'artisan, le paysan, tous combattent la bourgeoisie pour sauver de la ruine leur existence de classe moyenne. Elles ne sont donc pas révolutionnaires, mais conservatrices. Plus encore, elles sont réactionnaires, car elles cherchent à faire tourner à l'envers la roue de l'histoire. Si elles sont révolutionnaires, elles le sont en considération de leur passage imminent au prolétariat. Elles ne défendent pas leur intérêt actuel, mais leur intérêt futur. Elles abandonnent leur propre point de vue pour se placer au celui du prolétariat. Quand le prolétariat en haillons se pourrissent
ce pourrissement passif de couches des plus basses de la vieille société. Une révolution prolétarienne pourra le précipiter, ça et là, dans le mouvement. Mais toutes ces conditions d'existence font qu'il ne sera plus disposé à se laisser acheter pour des machinations réactionnaires. Les conditions de vie de la vieille société sont déjà anéanties dans les conditions de vie du prolétariat. Le prolétaire, ne possède rien. Ses rapports avec les femmes et les enfants n'ont plus rien de commun avec les rapports familiaux bourgeois. Le travail industriel moderne, l'asservissement moderne au capital, semblable en Angleterre et en France, en Amérique et en Allemagne, l'a dépouillé de tout caractère national. Les lois, la morale, la religion sont pour lui tout autant de préjugés bourgeois derrière lesquels se cachent tout autant d'intérêts bourgeois. Toutes les classes qui dans le passé ont conquis l'hégémonie s'efforçaient d'assurer la situation sociale déjà acquise en soumettant la société entière à leur propre mode d'approbation. Les prolétaires ne peuvent s'emparer des forces sociales de production qu'en abolissant le mode d'appropriation qui a été le leur jusqu'à présent, et par voie de conséquence, le mode d'appropriation antérieure dans son ensemble. Les prolétaires n'ont rien à sauvegarder qui leur appartienne. Ils ont tout à détruire, tout ce qui jusqu'ici était garanti, une assurance dans la propriété privée. Et assurance dans la propriété privée. Alors attends, il ne reste pas beaucoup, il reste 2 pages. Puis après, il y a prolétaires et communistes. Tous les mouvements, mais là, ça fait 12 minutes. Oh, je vais arrêter là, j'arrête à 88. Tchuss, marchons dans nos paroles.